tananana, nous voilà dans les îles Shetland. Nous partons en Écosse au 19e siècle. Alors, voilà, imaginez que on est deux copines qui sont en train de marcher le long des Landes. Voyez, alors le sac à dos, le backpack full de tourbes. Hein, voilà, et puis écoutez, moi je vais m'appeler Maggie, et puis toi tu t'appelleras Connie. Voilà, et on est en train de tricoter. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a chacune dans nos mains, on est en train de porter nos paquets de tourbes là avec notre tricot dans les mains. Étant donné qu'on est des femmes super pragmatiques, très très industrieuses, parce que la vie là-bas est vraiment vraiment difficile, on a une espèce de ceinture autour de notre ventre avec un espèce de pad, comme un petit coussin où est plantée une aiguille, et ça nous permet en fait de libérer une de nos mains, et on travaille avec cette aiguille sur notre ventre comme ça. Voilà. Donc voilà, on habite dans les îles Shetland. Alors Shetland, les îles Shetland, c'est un peu... je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est un peu les îles Mouk-Mouk. Alors, c'est un peu genre les îles paumées au milieu de l'océan. Alors, je vais vous montrer. Attendez. Alors, voilà. Alors, les îles Shetland, voilà, c'est les îles Mouk-Mouk. C'est vraiment... c'est là. On habite là, Connie. On habite vraiment sur un tout petit ramassis d'archipel d'îles. On est à peu près 12 heures de ferry à partir de la côte écossaise. On appartient à l'Écosse. Hein. Bah, plus exactement, on appartient à l'Angleterre, malheureusement. Mais on a 12h50 de ferry. Et puis, si on est au 19e siècle, bah, le ferry, il est encore plus lent, d'accord ? Donc, c'est très, très difficile de faire l'aller-retour. Donc, on va rester sur nos petites îles, là. Et on n'est pas loin des îles Faroe. Donc, des îles qui ont une influence qui est typiquement scandinave. Puisque, regardez ici, qu'est-ce qu'on a comme gros blocs ? Ben, on a la Norvège, le Danemark, la Suède. Et ici, évidemment, on va avoir toute la côte baltique avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. D'accord ? Donc, on est ici, on est sur les îles Mouk-Mouk. Et puis, les îles Shetland, en fait, c'est des îles... c'est pas une île, on est d'accord ? C'est vraiment... Attendez, il est où mon petit papier ? C'est en fait un ramassis d'îles. Il y en a plus d'une centaine. C'est un archipel d'îles, comme vous pouvez le voir. Mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de vie sur une centaine d'archipels. Il y en a principalement 3-4 qui sont principalement habités, avec la capitale qui est Lerwick sur le mainland. Ici, très important, vous voyez Unst, qui est l'île qui va être le plus au nord, vraiment le plus retiré des îles Mouk-Mouk, ben, ça va être Unst. Donc, Connie, tu décides où est-ce qu'on habite. Moi, j'habiterais bien à Baltasund. Voilà, Baltasund, c'est ici. Voilà, Connie, toi et moi, on habite à Baltasund, sur l'île de Unst. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Et puis, notre vie, elle est vraiment très, très dure. D'abord, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur ces îles-là. Il y a plus de 2000 ans, nous autres, êtres humains, avons eu la superbe idée de couper tous les arbres, sans doute pour faire du feu, pour construire des maisons. Mais comme on est en plein milieu de l'océan, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les vents sont très forts et les arbres, ils n'ont jamais repoussé. Eh ben ouais, résultat, on est sur un gros caillou qui n'est pas abrité des vents. Il y reste quelques arbres dans la grande île de Mainland, au centre. Mais sinon, c'est un gros caillou qui est balayé par la mer, sachant que où que tu ailles sur les îles Shetland, on est à moins de 5 km de la mer. Et oui, donc il fait froid, il fait humide et il y a beaucoup de vent. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans ces îles, il y a des... Connie, regarde, on a des super copains. On a des moutons. Et pas n'importe quel mouton, on a des moutons Shetland. Alors, d'où est-ce qu'ils débarquent, ces moutons Shetland ? Est-ce qu'ils sont venus à la nage pendant l'ère préhistorique ? Eh bien non, ces moutons Shetland, c'est un super héritage de nos ancêtres, les Vikings, qui avaient trouvé que cette bande d'archipels au milieu de la mer, c'était un super point d'attache
pour aller ensuite faire des raids sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe. En fait, c'était un super bon endroit, c'était un bon midway, un bon endroit au milieu pour pouvoir placer nos jetons là, placer l'hiver ou whatever, et ensuite partir en raid pendant que la mer était bien pour nous, pour ensuite aller dévaster les monastères, piquer leur or et puis revenir avec tout ça, d'accord? S'il y en a qui n'ont pas encore vu la série Vikings, ça vous donnera une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les dracars des Vikings? Eh bien, il y avait des moutons. Pourquoi? Eh bien, le mouton, c'est un peu comme le cochon, sauf que le cochon, il ne nous donne pas de la laine, alors que le mouton, eh ben, il donne de la laine. Donc, le mouton, il a plein de choses très sympas pour lui. 1, les brebis vont nous donner de lait. 2, bah écoutez, elle est trop vieille, on la bouffe. 3, eh bien, elle a de la laine. Or, les Vikings avaient une très très belle culture du tissage, du feutrage, ce qui est normal étant donné qu'il faisait très froid chez eux. Donc, on se retrouve dans ces espèces de cailloux avec des moutons. Et ces moutons, eh bien, c'est une super ressource. Pourquoi ? Parce que grosso modo, qu'est-ce qu'on fait sur les îles Shetland ? On fait de la pêche, parce que on est à 5 km de la mer, donc au moins on peut faire ça. On fait du commerce parce qu'on a beaucoup de ports et qu'il y a énormément de bateaux qui vont s'arrêter en fait sur les îles Shetland, et c'est une longue tradition. Donc ils vont venir s'installer ici, ils vont venir prendre une pause, donc on va vendre aux marins et on va faire du commerce avec eux. Donc le commerce est vraiment important. Et puis de l'agriculture. L'agriculture, quand on est un petit caillou, ça va ressembler à de la patate, du navet, ce genre de choses, d'accord ? Et ce qui est sympa, c'est que les femmes, elles vont découvrir que ces moutons-là, en plus d'être pas mal bons à manger, n'est-ce pas ? Eh bien, ils ont une laine qui est extrêmement fine, juste dans le cou, là, et entre les oreilles. Et cette laine, elle est tellement fine qu'on peut en faire un fil, mais qui a la finesse d'une toile d'araignée quelque part. Et elles vont se mettre au 19e siècle, au moment où c'est la folie de la dentelle. On se rappelle, la dentelle victorienne, je vous en ai parlé, c'est la folie, cette histoire de dentelle, très influencée par justement le côté France, Belgique, où la dentelle coûtait très cher. Donc, elles vont commencer à faire de la dentelle pour justement pouvoir les vendre. Et étant donné qu'elles peuvent les vendre à des marins, ces marins-là achètent souvent beaucoup, beaucoup de ces châles et ils vont aller les revendre, notamment en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour les jeunes aristocrates qui les utilisent comme châles de théâtre ou d'opéra, par exemple. Ou s'il y a des touristes qui passent, encore une fois, des gens en bateau, elles vont essayer de les vendre comme ça, puisque comme ça, elles ne payeront pas un agent. Et la reine Victoria, vous vous rappelez, encore elle va avoir marqué son siècle chez les tricoteuses. Eh bien, la reine Victoria va tomber complètement amoureuse de cette dentelle qui est complètement aérienne. Je veux dire, vous pouvez prendre un châle et la passer à travers juste un anneau de mariage, et il va passer à travers comme, je sais pas, comme quelque chose de... il passe à travers. En tout cas, ça va passer, comme une lettre à la poste. Voilà, je cherchais le mot, comme une lettre à la poste. Donc, c'est des châles gigantesques, mais qui peuvent passer comme une lettre à la poste à travers simplement un anneau de mariage, parce qu'ils sont extrêmement fins. Vous pourrez aller voir, je vous ai mis encore plein de détails si vous voulez lire un petit peu le petit document de quelques pages que je vous ai préparé, donc vous pourrez aller voir ça. Et donc voilà. Pourquoi est-ce que ça a commencé à se tarir, la dentelle, dans les îles Shetland ? Eh bien, toujours l'industrialisation. Les Anglais, ces satanés Anglais, ont créé des machines qui reproduisaient un petit peu ce type-là de dentelle. Donc, les femmes, notamment les femmes anglaises qui achetaient les dentelles shetlandaises, là je vous montre un petit exemple, c'est de la dentelle shetlandaise, on appelle ça le horseshoe pattern, donc le motif en fer à cheval. Encore ces Anglaises, à la base, elles achetaient beaucoup ces châles parce que c'était très chic, et puis ça montrait un petit peu comme quand on achète des cartes postales de l'UNICEF, ça montrait que vous faisiez un acte de charité quand vous achetez ces châles,
parce que en donnant du travail à ces pauvres femmes de la campagne, vous leur évitiez de tomber dans le vice. Quoique quand on y pense, le vice sur un caillou au fin fond de l'océan, je ne sais pas où on peut le trouver. Mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Mais quand l'industrie anglaise a commencé à faire ces châles-là facilement, eh bien, on n'a plus voulu vraiment les acheter parce que vous achetez une copie, vous vouliez faire comme... C'est un peu comme acheter une copie de Coco Chanel, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu tombé en désuétude. Ce qui a porté un coup assez rude en fait à cette économie-là, puisque les femmes ont vraiment permis d'ajouter du beurre dans les épinards et même parfois d'ajouter des épinards dans le beurre, notamment entre 1800 et 1840 parce qu'il y a eu une météo. Écoutez, ça a été 40 ans apparemment vraiment mauvaise, puisque la météo, la pêche était mauvaise et ils étaient au bord de la famine. Sauf que les femmes, en tricotant ces dentelles, eh bien, elles ont rapporté des bidous à leur famille et ça a sauvé pas mal de familles en fait grâce à cela. Est-ce que les îles Shetland vont donc périr avec le fait que la dentelle ne soit plus une économie? Eh ben non. Pourquoi? Eh ben ils ont découvert du pétrole dans les années 1975. On a découvert un énorme gisement de pétrole juste à côté et donc c'est maintenant des îles assez florissantes qui profitent énormément de l'industrie pétrolière. Donc ça a été sauvé. Ils gardent quand même une énorme culture du tricot. Est-ce qu'on peut voir des châles du 19e siècle? Alors malheureusement, vous pourrez en voir dans le musée de Lerwick, qui est un musée d'art folklorique à Lerwick, mais vous pourrez surtout en voir des petits morceaux, parce que ces châles étaient tellement fins, tellement aériens, qu'ils se sont littéralement avec le temps désintégrés. Désintégrés ou mangés par les bibites. Mais leur finesse en fait a eu un bon et un très mauvais côté. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur la dentelle shetlandaise, n'hésitez pas à regarder en profondeur le document que je vous ai joint. Et puis, je vous montrerai un document sur lequel j'ai basé tout ce que je viens de vous dire, en fait. Une partie, en tout cas. Après, Google a fait pas mal de choses aussi. Alors, ce livre-là, c'est une pure merveille. Ça s'appelle Heirloom Knitting, A Shetland Lace Pattern and Workbook par Sharon Miller. Alors, j'adore ce livre, d'abord parce qu'il est constitué, on va le regarder ensemble. Attendez. Ça, c'est cool quand même, parce que tout le monde peut le regarder ensemble. Si j'étais toute seule avec ma classe de 6 personnes, ça serait très compliqué de voir toute la même chose en même temps. Donc, qu'est-ce que j'adore dans ce livre-là? Bon, évidemment, vous allez avoir des exemples de ces châles absolument extraordinaires, hein, d'accord? Vous allez avoir une présentation de l'île. Vous allez avoir plein de petits super beaux morceaux. On va les regarder. La dentelle shetlandaise, ça se caractérise notamment par des constructions géométriques qui sont super bien placées, d'accord? C'est absolument magnifique. Donc, vous allez avoir tout le background historique avec comment les femmes, voyez là, sont en train de s'amuser, vous voyez, à ramasser la laine. Donc, ça, c'est le moment où chacun ramasse la toison. Il va falloir aller la laver à la rivière, la trier. Puis après, c'est pas tout ça, hein, parce que c'est bien beau de tricoter, mais avant, là, elles n'avaient pas vraiment de magasin, la maison tricotée à portée de main. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait carder la laine, hein, c'est-à-dire la peigner, pour pouvoir ensuite la filer. Et je peux vous dire que ça prenait presque plus de temps que de tricoter. Parce que filer 1900 mètres de laine pour ensuite le replier en 780 mètres, ça va vous en prendre des soirées d'hiver avant d'avoir votre pelote de laine pour faire vos châles. Mais regardez, mais quel châle magnifique! Hop là, regardez-moi. Ouf, attendez, j'essaye ouais, regardez. Hey. Ça, j'adore.
Ça fait un petit peu Noël, mais on peut voir des plumes. Mais regardez comme c'est absolument splendide. J'espère que je suis en train de... Voyez, ça, c'est les fameux apps. Ça, c'est les châles traditionnels que vous pourrez voir. Vous allez trouver des patrons sur Ravelry si vous tapez app, H-A-P. Vous verrez, c'est des patrons traditionnels avec ce qu'on appelle le feather and fan, qui est un vieux point d'ailleurs d'origine victorienne. Mais c'est des très très beaux châles, super simples. Je les trouve superbes. Tapez app, H-A-2-P. Non, H-A-1-P, excusez-moi. Et ça va vous... Voilà, vous allez voir ça. Il faut savoir aussi que, évidemment, tricoter, c'était une activité qui permettait de tisser des liens sociaux extrêmement importants puisque tout le monde tricotait ensemble, d'accord, et que ça permettait aussi une transmission culturelle de la grand-mère à la mère à la fille puisque la petite fille commençait à tricoter très très jeune, hein, on parle de 5-6 ans, et il n'y avait pas d'appui de livres, donc elle apprenait en allant tricoter les rangs envers par exemple des châles pour bien comprendre les motifs, donc c'était un apprentissage visuel qui se faisait jusqu'à, vous vous rappelez, la dentelle victorienne, jusqu'à les fameux premiers ouvrages pour les dames, où on a commencé à avoir des supports visuels. Donc là, voilà, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a des pages, c'est pas un petit livre, hein, mais voilà, quand je vous disais que voilà, les châles avaient un peu tendance à se désintégrer. Donc, c'est un super bouquin. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est que vous allez avoir... Attendez, voilà. Vous allez avoir énormément de pages avec... Et ça, on aime ça. Avec quoi? Avec des patrons traditionnels. Donc, par exemple, vous voyez... Firecone. Je ne sais pas comment Firecone, c'est une pomme de pin, peut-être. Voilà. Donc, avec les motifs traditionnels que vous pourrez retrouver... Et puis, attendez, je vais vous montrer un de mes préférés. J'aurais pu le noter, ça, je vous aurais fait perdre un peu moins de temps. Mais ça, c'est genre un jour, je tricoterai tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est pas demain ou après-demain. Attendez, il faut que je vous montre ça parce que c'est super joli. Ça fait comme un mouvement de vague sur la bordure. Je vais voir si je le trouve. Oh, attendez, je tombe là-dessus. Je veux dire, c'est pas très moderne. Mais il faut comprendre quand même la beauté et la finesse d'un motif comme ça. C'est quand même assez hallucinant, hein, on est d'accord. Mais attendez, où est-ce que je peux vous retrouver le motif un peu genre vague d'océan que je trouve magnifique? Ça doit être à peu près... Voilà, vous voyez un petit peu ce genre de... vous voyez ce genre de... vous voyez ce genre de patron? Donc ça, c'est des bordures de châle. C'est... J'en ai des frissons. Comme on dit en France, ça me remue la petite cuillère. Voilà, regardez-moi ça. Donc c'est absolument splendide. C'est vraiment un livre qui est très, très, très complet. Vraiment très, 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 très complet. Si la dentelle, ça devient une passion, eh bien, je vous recommande de l'avoir dans votre librairie. Parce que c'est un vrai livre, hein, c'est pas un livre Renaud-Bré de vulgarisation, c'est un vrai livre vraiment très très complet et dans les dernières pages vous avez même comment construire un châle typique pour bien vous aider à faire tout ça, voilà, avec quelques exemples et quelques patrons aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse personnellement le plus, c'est évidemment toute la bibliothèque de points. Là, heureusement que j'ai pas vu ça. Là, vous avez toute une bibliographie aussi sur le tricot, que ça soit historique ou des points, j'imagine. Mais voilà, mais vous avez aussi donc une... Oh, c'est joli ça. Oh. Vous avez vu ça ? Je l'avais pas remarqué. Enfin bref, vous avez donc toute une bibliographie très très riche de motifs, vraiment très très riche. Et puis voilà, et puis vous avez aussi tout le background historique qui vient avec. Donc je vous le remonte une dernière fois, ça s'appelle Heirloom Knitting Shetland Lace Pattern and Workbook de Sharon Miller. Voilà, c'est aux éditions ST. C'est quoi ces éditions-là ? Ouais, bon, ST. Bon, c'est pas nouveau hein, comme bouquin, par contre.
Ça date Il avait été fait en 2002, il a été réimprimé en 2004, 2007, 2008, 2009 et révisé en 2017. Donc vous voyez à quel point c'est un bon bouquin pour se faire rééditer autant de fois. Il faut qu'il y ait de la matière, je vous promets. Ça fait partie des livres que vous pouvez vous offrir les yeux fermés si vous aimez la dentelle. Et bien sûr, il est en anglais, malheureusement. Mais c'est tout. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, est-ce que ça vous a inspiré cette dentelle shetlandaise? Dites-moi ce que vous en pensez, mes connies. Dites-moi ça. Je suis partie un peu en freestyle, je pense, mais c'est pas grave. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est très cher, c'est normal, c'est un vrai livre. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a des livres qui valent leur pesant d'or. Je comprends tout à fait. Hein. Par contre, je veux dire, c'est pas... voilà, on ne fait pas ce genre de dépenses tous les jours, tout à fait, mais c'est normal qu'il soit cher. C'est le travail d'une vraie spécialiste. Qui c'est qui va faire des bordures pour ses tablettes? Et n'oubliez pas, il y a Noël qui arrive. Hein. Faites une, comment on appelle ça, une wishlist. Hein. Moi, je dis, hein, avoir plein de bouquins dans sa librairie vaut mieux qu'avoir plein de fringues dans ses affaires ou plein de nouvelles neuneux bébelles qui voilà. Enfin, moi, je suis entourée par des bouquins et des pelotes de laine.